Je vous salue aujourd'hui et nous allons parler de l'inspiration plurielle de Sito Kavé. À la deuxième partie de cette émission, nous aurons notre entrevue avec lui. On ne peut parler du théâtre moderne et actuel d'Haïti sans inclure les textes fondateurs de Sito André Kavé, né en 1944. Le théâtre spectacle nous renvoie à l'art répétitif, sinon mimétique, qui recrée la vie réelle tout en la dépassant, et même avec ses qualités cathartiques, esthétiques et éthiques, car la mise en scène du fictif devient plus vraie que la réalité elle-même. C'est d'ailleurs pourquoi on dit très souvent que le théâtre devient une véritable connaissance plutôt qu'un simple divertissement. Croyez-moi, ce sont des réflexions qui ont animé les débats depuis, mon Dieu, l'époque d'Aristote. Mais je dois dire qu'il y a des courants nouveaux, particulièrement quand il s'agit de Bertolt Brecht pour le théâtre, qui a vécu de 1898 à 1956. Qu'a-t-il fait, lui? Il a créé le théâtre avec beaucoup de liberté, une liberté de mouvement, avec l'esthétique de la distanciation qui a voulu réconcilier le théâtre aux dimensions du monde moderne, ambitieux, qui transcendait les limites de la tragédie traditionnelle pour ses dimensions historiques, sociales, pédagogiques, utilitaires et qui serait en dialogue avec le monde dans lequel ce théâtre existe. Alors que le théâtre de Brecht a suscité une prise de conscience critique, les spectateurs devraient comprendre et questionner la société. C'est un effort dans le monde de l'éducation, c'est un effort d'émancipation des masses face aux injustices et aux idéologies oppressives, et surtout un encouragement au changement nécessaire dans la société par le prisme du théâtre épique. Mais il y a quelqu'un d'autre que Sito Kavé a suivi également. C'est Kateb Yassine, qui a vécu de 1929 à 1989. Algérien, il s'est servi de l'oralité de son écriture, ce qui s'est révélé d'une richesse incomparable. Le poète dramatique se nourrit du contact des langues pour déchiffrer et traduire les réalités de l'Algérie, réalité linguistique, réalité culturelle et réalité historique. Son œuvre originale, Le cadavre encerclé, paru en 1954, a offert une thématique de choc, la pauvreté, la violence, la corruption et surtout la lutte pour la liberté. Ce qui a permis à cette perception, si vous voulez, de se répercuter, c'est-à-dire perception déchirée de poètes voyants impliqués. Et bien sûr, on doit pouvoir se rappeler que Baudelaire a dit quelque part, qu'est-ce qu'un poète si ce n'est un traducteur, un déchiffreur, et ces jours-ci, j'ai bien peur qu'on dirait plutôt un décodeur. Mais le cadavre encerclé, paru en 1954, avec une thématique explosive, thématique de la pauvreté, thématique de la violence, de la corruption et de la lutte pour la liberté. C'est-à-dire, on en a fait une utilisation innovante de la mise en scène et de la structure narrative. Et cela donne une sorte de vision réaliste et poignante de la vie dans les quartiers populaires d'Alger. Et il faut dire que c'est un savant mélange qui livre le témoignage de l'histoire et de la culture algérienne et procédé surtout qui repousse la limite du langage comme il fallait s'y attendre. La représentation théâtrale est beaucoup plus libre, l'art de la description de l'oppression coloniale, de l'identité, de la résistance de ces gens qui combattent la colonisation. Cette quête de liberté et surtout ce choix établi dans un contexte historique, social et politique, tout ce qu'on pouvait apprendre.
Sitôt, André Cavé va pouvoir employer le théâtre de l'absurde plus tard, qui n'est qu'une rupture avec les traditions du drame traditionnel comme une source d'inspiration assez durable. L'arsenic, cependant, va tout faire chez lui pour projeter la lumière sur la condition humaine et l'insignifiance de l'existence. Et plus tard, on aura le théâtre de l'absurde avec Ionesco et Samuel Beckett qui entament l'exploration des thèmes de non-sens et de la solitude humaine et qui fera aussi du langage une source de confusion plutôt qu'une source de communication. Il faut comprendre aussi que ces gens étaient marqués dans leur vie par les atrocités indicibles de la Deuxième Guerre mondiale. Ces artistes remettaient en question les bases de la rationalité, du sens, et exploraient même le potentiel comique du non-sens et des situations banales révélatrices de la vie moderne. Il construisait un miroir tout à fait déformant de notre société et, dans un esprit subversif, notre existence tissée de mécanismes futiles et contradictoires, la quête de sens, la solitude, la nature cyclique du monde, la perte de l'individualité et les métamorphoses grotesques, et surtout les gens qui abandonnaient leur humanité face à la pression sociale. Alors, on peut dire que le théâtre de l'absurde reflète l'instabilité et le chaos, et même aujourd'hui encore, on le perçoit comme un cri poétique ou comme un cri philosophique face à l'absurdité de l'existence. Ceux qui développent une désespérance silencieuse, l'idée de finitude et de claustrophobie existentielle, selon là les grandes sources d'inspiration du théâtre et de la poésie de Cîteaux André Cavé. Mais je dois habiter surtout quelque chose d'autre, parce que le théâtre de Cavé exprime aussi un mouvement, une quête de liberté anticolonialiste et une lutte pour la quête de l'identité, également celle du merveilleux. Pour Cîteaux, il faut dire que la poésie ne peut être que surréaliste pour pouvoir libérer toutes les forces psychiques, à l'instar d'Aragon, de Breton, d'Apollinaire et de Paul Éluard. Alors, il nous arrive le temps de dire merci à Cîteaux Cavé de nous avoir apporté cette poésie et ce théâtre libre, révolutionnaire et surtout merveilleux. Merci. Bonjour, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux livres de Cîteaux, Le singe du dormeur et le livre d'avant-hier soir, suivi de Quelque part en décembre. C'est pas mauvais, mais ce serait mieux d'avoir avec nous Cîteaux. Et en effet, il est là, il est dans nos murs, et j'aurai le plaisir d'avoir une conversation avec Cîteaux. Cîteaux, ça va? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur aujourd'hui? Eh bien, d'abord de te rencontrer, et de parler avec toi, d'essayer d'entreprendre une parole sur la poésie, sur ce qui m'a amené à la poésie. Enfin, il y a tout ça, et puis de partager des idées avec toi sur ce que vaut aujourd'hui pour toi la poésie. Quelle importance elle a dans ta vie, dans l'enseignement que tu exerces, hein? Une fonction de base, un éclairage que tu portes sur... Bien, bien. Eh bien, la poésie, ça fait partie de ma vie. C'est-à-dire, à un certain moment, je pensais pas qu'elle allait m'habiter. Mais j'ai fini par comprendre que je n'ai pas à écrire moi-même. Je peux toujours jouir de certains poètes, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils écrivent et quels sont les messages, si vous voulez, qu'ils veulent passer à notre humanité. Parce que
ce qu'il y a de physique entre nous sur la Terre, c'est bien, ça existe, il faut le reconnaître, mais il y a autre chose. Il n'y a pas simplement ces valeurs, il y en a d'autres. Il y a la lecture, il y a la poésie, il y a la philosophie, il y a les romans, il y a les nouvelles, enfin tout ce que l'on utilise pour pouvoir parler à quelqu'un, l'interroger, et donner des réponses si on a des questions, etc. C'est-à-dire une sorte d'échange, et c'est une échange qui existe, c'est une sorte d'échange qui existe dans la vie. La vie, ça ne peut pas être commercialisé, il y a d'autres valeurs, il y a ce qu'est l'individu, il y a ce que nous désirons accomplir dans la vie, il y a notre, disons, tout ce que nous partageons avec autrui. Alors ça compte beaucoup. Voilà, moi, j'ai l'impression que la poésie serait peut-être l'un des meilleurs moyens de faire cette sorte d'échange. Oui, tout à fait. On va l'adopter, c'est... Mais tout en disant, parmi tous les choix qu'il y a à faire, ben pourquoi avoir choisi la poésie comme champ préférentiel par un individu? Quel est le risque que ça comporte? Parce qu'on sait que la poésie ne nourrit pas son homme. La poésie est une activité gratuite, hein, mais c'est en même temps ce qui fait sa valeur, c'est une activité qui a ses propres exigences de dépassement malgré la non-rentabilité qu'il y a d'être un poète. Pourquoi persistons à rester dans la voie poétique? Persistons de s'accommoder, de répondre à ces rigueurs. Mais c'est ça qui est la question fondamentale que je me pose. Je ne peux pas m'empêcher d'être poète et, Malgré la et non-rentabilité. la non-rentabilité, mais c'est un défi que je me lance à moi-même et comme c'est un défi, je présume, qui se présente aussi, Je, chez d'autres poètes. je crois qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui, comme nous, sont passionnés de poésie, sont passionnés d'écriture, sont passionnés de lecture, mais qui pratiquent autre chose, c'est-à-dire quelque chose qui serait peut-être rentable d'abord, c'est-à-dire pour subsister, et puis ensuite de s'adresser à la poésie, c'est-à-dire pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir sortir de notre angoisse, de notre anxiété existentielle, pour pouvoir cesser, si vous voulez, de subir certaines formes d'injustice. D'ailleurs, il y a des gens qui utilisent la poésie et, enfin, vous n'êtes pas simplement une exception, c'est-à-dire qui parlent de toutes les injustices qu'il y a dans le monde, qui veulent changer le monde et qui veulent commencer par faire ce changement sur eux-mêmes et qui pensent à la poésie et qui pratiquent, si vous voulez, cette poésie. Alors, il y a plusieurs façons, si vous voulez, de penser à l'importance, si vous voulez, de la poésie, à ce que cela nous sert, c'est-à-dire d'échapper, si vous voulez, à ces choses terribles, si vous voulez, qui arrivent dans le monde. Vous vous rappelez d'ailleurs, euh, c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, a été, mon Dieu, ça a causé d'innombrables excès grotesques, hallucinants, tout ça, des peuples qui écrasent d'autres, des bombes qui éclatent à gauche et à droite, et qui font gicler des sangs un peu partout. Mais voilà pourquoi ça a amené à la poésie une forme de poésie, peut-être Combative, militante, peut-être le surréalisme. Et, et ça a créé chez les surréalistes un état d'âme et en oui, même temps que ça a été l'un des éléments fondateurs face à une déroute bien.
mais en même temps une autre forme d'exigence qu'imposait la poésie, hein, aux surréalistes, une exigence de dépassement, de non-soumission à ce qu'on pourrait appeler une poésie soumise Mhm, à des revendications mhm. politiques. Il est vrai que chez beaucoup de poètes, ça a été fait comme ça a été perçu comme ça, surtout chez un homme comme Mayakovsky, Bien, qui a annoncé la révolution, et ses textes ont été très forts. C'est comme si son écriture allait rencontrer la révolution. d'accord, Donc, d'accord. donc il n'y a pas de choses préétablies, forcées. La poésie en elle-même porte ce sens du dépassement. D'accord. J'allais vous dire, il y a des courants nouveaux, hein, il y a des courants qui sont d'une très grande nouveauté, et je crois que l'un de ces courants, vous l'avez étudié, vous l'avez utilisé, vous l'avez employé au cours de, disons, quelques années de votre vie, Bertolt Brecht. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il annonce pour vous et pourquoi cet amour de Bertolt Brecht chez vous? Bon, moi, c'est vrai qu'avant Brecht, j'étais un comédien de l'école classique du théâtre. Euh, J'ai pratiqué, j'ai travaillé sur les classiques français, sur Racine, Molière, je suis arrivé peut-être à Feydeau et d'autres auteurs, jusqu'à Musset, Oui, jusqu'à Sartre et les autres. Sartre et les autres. Brecht, je vais le rencontrer à un moment de ma vie, quand je suis arrivé à New York, où il y avait le silence total sur ce qui se passait en Haïti, l'audiovisualisme notamment. Et Bertolt Brecht a été pour nous comme un tremplin, un plan de salut. C'est-à-dire il fallait faire un théâtre politique, hautement Mhm, politique, mhm. ce que Brecht avait fait sur le fascisme, Bien sûr. sur Hitler, en dénonçant, c'était un marxiste Ouais, convaincu. convaincu. Et il y a même une pièce qui s'appelle L'irrésistible ascension d'Arthur Rouy sur Hitler. Il a écrit aussi La bonne âme de Sichuan, Mère courage et ses enfants. Bien, bien. Et cette pièce, L'exception et la règle, hein, qui est une leçon de, enfin, pièce très didactique Ouais, sur ouais, ouais. l'exploité et l'exploiteur. Tu vois, le maître et l'esclave, pour revenir. L'esthétique et l'éthique C'est également. exactement, exactement. Donc, ça a été pour nous un modèle dans le cadre du théâtre qu'on avait choisi de faire ici à New York, hein. Non seulement, enfin, ça a été un double choix. D'abord, renoncer au théâtre qu'on Bien. faisait en Haïti, théâtre classique, et essayer de trouver d'autres voies au théâtre haïtien, sortir du schéma classique où l'acteur était prisonnier du personnage. Ouais. Avec Brecht, il fallait se distancier du Ouais. personnage. Bon, tout ça, ça a été un enseignement pour nous. Mais Brecht s'était dressé contre le théâtre On est sorti du du traditionnel, et puis pour mettre ça sur pied, un théâtre combatif, mais fait en même temps avec pédagogie. pédagogique, mais Ouais. avec beaucoup de rigueur. Mais en introduisant dans son théâtre la notion de distanciation, Donc, c'est-à-dire le comédien ne devait pas tomber dans... il ne devait pas... Il devait plutôt jouer le personnage, montrer comment le personnage agit bien, face à telle situation, bien, au lieu de se mettre, comme on l'a lancé dans l'école classique, dans la peau du personnage. bien.
bien. C'est-à-dire, si tu entres dans la peau du personnage, comme le disait Stanislavski, Mhm. c'est-à-dire que tu es capable de montrer ce que doit faire le personnage dans telle situation. Donc, il a la notion de distanciation, vient se poser à lui, et il met ça sur le tapis, il introduit ça dans son arsenal, la pédagogique du théâtre. Bien, bien. Mais ça semble, par la pratique que nous avons eue de cette forme de théâtre très brechtienne, euh, à un certain moment, on a eu un petit recul. C'est pas que Brecht n'ait pas fait un choix excellent à l'époque où il l'avait fait, mais il se trouve que ce même Brecht, quand il écrivait tout ça, quand il avait à mettre en scène lui-même ses pièces, il échappait à ça. C'est-à-dire, comment interdire à l'acteur qui joue d'être dans l'émotion de son jeu, D'accord, d'accord. de traduire. Et quand il est dans l'émotion de son jeu, il arrive à traduire avec beaucoup plus de force D'accord. ce que ce personnage qui se trouve dans cette Mhm. situation Voilà. charrie. Ouais. Donc, Mais quand même, il faut oui, oui. reconnaître qu'il a mis le théâtre, c'est-à-dire aux dimensions du monde. C'est-à-dire, Oui, oui. c'est un dialogue qui était là, qui Oui, oui. n'est pas interrompu. Parce que c'est un théâtre, il y a de la poésie, il y a de bonnes choses, ça élève l'âme, mais quand même, ça Oui. nous conduit à, disons, à un combat pour la liberté, Pour un la combat liberté, pour le bien sûr, pays, bien sûr. un combat qui puisse Oui, servir les masses, c'est-à-dire, et absolument. surtout dire que voilà les choses qu'il faut changer dans une société. Et ça, c'est toujours être au beau milieu de ce monde, c'est-à-dire c'est là même qu'est le théâtre qui ne se dissocie pas, si vous voulez, Oui, de tout en ce qui plus, se fait dans le monde. Et ça, je crois, il faut quand même l'apprécier parce que absolument, mais absolument, je dis pas le autrefois, il y contraire. avait des mises en Oui, scène oui, qui n'introduisaient pas, si vous voulez, des luttes de ce genre. oui, oui, c'est vrai. C'était les unités, c'était Oui. tout ce qui nous éloignait de notre devoir, si vous voulez, de citoyen, quoi. Mhm. Parce que être citoyen, c'est vraiment Ouais, pouvoir jouir de la cité, participer, et voilà pourquoi et mener, oui, mener le combat oui, voilà. pour Voilà mener la lutte. pourquoi, quand on parle en Haïti, par exemple, de Roumain, on parle de Jacques-Stéphane Alexis. Moi, par exemple, j'apprécie ces deux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un concept de citoyenneté qui était tout à fait indissociable, c'est-à-dire au pays, là où ils ont vécu. Mhm. Mhm. Parfois, j'aime Ouais. dire à certains que euh, lorsque Alexis a écrit à Duvalier, c'est pas justement parce qu'il était apparenté à Dessalines. C'est justement parce qu'il avait ce concept de citoyenneté, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait vraiment s'attendre à jouer un rôle au pays. Donc, c'est pas simplement parce qu'il était, comme il savait le dire, qu'il était apparenté deux fois à Dessalines. C'est vrai, mais c'est parce qu'il a poussé à écrire cette lettre au Ouais. plus grand dictateur des Antilles. C'est parce qu'il avait cette notion de citoyenneté qu'il pouvait participer à la chose et qu'on ne pouvait pas le retrancher, si vous voulez, de la vie de son pays. Mais on ne peut pas Ouais. s'empêcher de faire tout ça, c'est Bien ça. sûr, bien sûr. Mais ce Bien sûr. que, en disant ce que j'ai dit tout à l'heure, Mhm, et parce qu'il y a une tendance à l'époque, à travers le réalisme socialiste, mhm. de réduire l'art poétique ou le théâtre au message uniquement. Alors que dans les arts, les choses sont vraiment beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que il faut peindre, hein, il faut camper une réalité humaine, mais c'est une réalité qui est agie, qui est pleine de dimensions. On ne peut pas la réduire à un message politique linéaire. C'est-à-dire que moi, ça a été notre combat, en tout cas à New Bien York, sûr. quand on a commencé à faire du théâtre, on s'est dit qu'on va s'inspirer de la culture haïtienne, de la manière de
parler le français en Haïti, de la manière de parler le créole, on va s'inspirer des contes populaires, de la manière de jouer dans le vaudou, quand les cérémonies se font. Les cérémonies se font circulairement, hein? Dans les contes, le conteur est au milieu de la salle, et puis, donc, on bouscule les lois traditionnelles, et puis, le corps est mis en jeu. Dans le théâtre classique qui avait précédé, moi, dont j'ai été fervent admirateur, jouer Lucide, je sais pas, et tout Ça ça. a été Rodrigue. Rodrigue, donc, le corps était figé malgré la vigueur D'accord, d'accord. qu'exigeait le théâtre au personnage, mais c'était le discours qui primait. D'accord, Le d'accord. corps était passivisé sur scène. Mais on s'est dit que dans nos cultures à nous, et, bon, qu'on prenne le vaudou surtout face au catholicisme, le corps est habité. Bien. Le corps est habité. Donc il n'y a pas de raideur corporelle. Le loi chevauche le fidèle, tu vois. Donc il y a une autre écriture plus intéressante qui se dégage et qui permet de rompre avec le schéma classique. Bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr. Bon, le Bien corps sûr. est soumis à l'exigence Mhm. de Dieu, la divinité, le corps est passivisé, D'accord, alors d'accord. que dans l'Oudou, bon, le- l'actant, le vaudouisant est possédé par son Dieu Oui, bien sûr, bien et sûr. épouse les traits de son Dieu, et le corps sort du schéma classique, Bien, brise bien, le vocabulaire linéaire et, euh, et traduit mieux la réalité. bien sûr, Donc bien sûr. c'est ça, Une réalité qui ouais, est ouais, très ouais, difficile à c'est décrire, difficile. Voilà, d'ailleurs. voilà, voilà. D'ailleurs. Donc c'est tout ça. Mais quand même, surtout lorsqu'on parle de Bertolt Brecht. C'est-à-dire, il y a certains mérites, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître à cette Absolument. forme, si vous voulez, de théâtre, parce que Ouais, ouais. ça nous met à la dimension du monde, et je crois que quand même ça sert à quelque chose. C'est-à-dire, parfois, on se dit, mais pourquoi tout ce que nous faisons doit être utile à quelque chose? Mais je crois que c'est la vie. Je crois que c'est la vie. Il y a toujours, il y a notre habitat, et il faut jamais cesser de combattre pour l'avenir, le futur, Ouais, un ouais. meilleur habitat, et celui que nous partageons avec les autres. Détruire les autres, c'est un peu se détruire soi-même, parce qu'il n'y a que cette place, cette petite place-là, ce petit globe-là, sur lequel là on vit. Donc, je crois qu'il y a des luttes qui sont nécessaires. Je crois qu'il y a Absolument. des poésies qui, je regrette de le dire, mais il y a des poésies qui doivent être utilitaires. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça ne peut pas être tout à fait inutile. On ne peut pas simplement vivre dans le rêve, mais même si le rêve, parfois, que nous avons devient un peu plus réel, si vous voulez, que la réalité elle-même. Mais de toute façon, Mais c'est pas. je comprends votre amour, je comprends votre appréciation pour Bertolt Brecht. Mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, et je crois qu'on l'a beaucoup mentionné au cours de votre biographie. C'est un Algérien qui s'appelle Kateb Yassine, qui a vécu, enfin disons de 1929 à 1989. Parlez-nous un peu de votre expérience Donc, avec Katé Biachine a été Kateb pour nous Yassine. aussi à l'époque de Couder un grand modèle D'accord. de combativité dans le théâtre. Il a écrit Nos ancêtres redoublent de férocité, cadavre encerclé, D'accord. et même une pièce sur Ho Chi Minh qui s'appelle L'homme aux sandales de caoutchouc, Oui, 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 et d'accord, Nedjma, un d'accord, d'accord. roman
Le Mais c'est cadavre encerclé. encerclé, oui, Ouais, oui, oui. ouais, Ben, c'est ça. c'est un écrivain magnifique. Mhm, Mais en parlant ainsi de ces hommes, enfin de Brecht mhm. surtout, c'est Brecht, pour moi, un grand dramaturge. Mais je vous ai dit que même chez lui, il a senti en montant ses pièces une exigence de dépassement de ce qu'il prônait théoriquement. Bien. Bon, c'est-à-dire, il a compris que le théâtre devait aller au-delà de ces formules préétablies Bien. pour s'accomplir comme théâtre. D'accord. C'est-à-dire, il y a l'émotion, hein, qui est un ressort, un tremplin pour l'acteur qui l'aide à mieux jouer. Mais c'est pas que l'acteur se laisse envahir par le personnage. L'acteur rend mieux le personnage quand il est, hein, attrapé par cette émotion vive qui lui permet de mieux camper ce personnage. C'est tout. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, ces D'accord. D'accord. différenciations, il fallait les faire pour ne pas rester emprisonné dans un schéma Bien sûr. Bien sûr. réducteur, en même temps dans une espèce d'attitude Mhm, didactique mhm. constamment. Comment réagir dans telle situation mécaniquement? Il faut que l'acteur, pour bien le faire comprendre, Mhm. hein, qu'il ait cette posture, qu'il ait cette distance par rapport aux D'accord. personnages. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est possible de comparer ce travail-là qu'il a fait avec, disons, c'est une forme de bilinguisme, si vous voulez, du théâtre, lui, Khatab Yassine. C'est-à-dire, il a quand même employé le français, bien sûr, puisqu'il est algérien, Oui, l'Algérie, oui. on parle français en Algérie, mais il a quand même fait une sorte de mélange avec une sorte d'arabe dialectal. Et Je voilà, sais pas, il fait. il y a eu des Mais est-ce que exceptions vous de. pensez qu'il a eu des expériences comme ça en Haïti? Ah oui, je crois que ces expériences d'abord ont été faites par Roumain. Roumain, oui. Oui, c'est le seul que je puisse Je crois que, trouver, hein. Roumain. Ouais. mais de façon excellente, hein, Étonnamment, étonnamment. étonnamment. Et aussi par les romanciers comme Fernand Hibert, Ouais, d'accord. Hérisson, Oui, aussi oui, oui. Agrin. Oui. Mais je trouve qu'il y a en tout cas la différence chez Roumain, c'est fait de façon plus heureuse. Je dirais, tu as l'impression que derrière la langue française écrite par Roumain, on a la sonorité de la langue créole. C'est une langue habitée et Je, alors que je vais chez... vous arrêter un moment pour vous dire que j'ai vu récemment à la télé cette version de, de Roumain, c'est-à-dire le grand roman là, qu'il a écrit. Le gouverneur de l'air. J'ai vu ça et j'ai beaucoup ri, je me suis beaucoup amusé. Le message est là, le message est reçu. Manuel qui revient de Cuba, il dit tout ce qu'il a vu. Il voudrait que la lutte s'organise en Haïti de la même manière, c'est-à-dire il faut changer la société, etc. Mais avec un langage vraiment très, très, très travaillé pour réunir à la fois le français et le créole. Et surtout, dès sa rencontre avec Anaïs, sur le chemin, euh, ah, Monsieur, au revoir, oui, des choses de ce genre. Et ça j'ai beaucoup ri, mais quand même, le message est là. C'est-à-dire, malgré la réunion, là, l'union de ces deux langues, ça, et le message est là. La lutte a continué. Et cela s'est terminé vraisemblablement avec une victoire. Si vous voulez, l'eau vient. Et l'eau, c'était, si vous voulez,
ce qu'il fallait à ce village-là pour subsister, pour survivre. Et c'était peut-être un début, si vous voulez, du progrès qui allait s'accomplir. Alors là, j'ai un peu, après avoir vu, j'ai un peu pensé à Kateb Yassine pour dire que probablement ça a dû être quelque chose Oui, il a de dû essayer de le compatible. faire, mais il faut le faire. Ouais, ouais, En fait, ouais, c'est deux langues qui cohabitent. ouais, On a l'impression, c'est-à-dire, ouais, moi, j'entends certains vieux oncles parler la langue française, mais comme la langue française est parlée par des Haïtiens, sans mimétisme. bien sûr, bien C'est-à-dire, sûr. à Normandie, ils vont prendre nos livres, tu vois, il y a un embouteillage. Mais tu as l'impression, comme nous parlons cette langue, comme les Africains aussi, Mhm. Ouais, francophones parlent la langue française, nous sommes des habitants d'une même langue, mais qui nous traversent différemment, que nous portons différemment. bien sûr. Chez Oumain, il y a eu, selon moi, dans Gouvernement une tentative heureuse, non Mhm. folklorique, non petit nègre, Ouais, hein, hein, on est porté à le dire chez d'autres écrivains, d'accord, tu vois. d'accord, C'est d'accord. pas, c'est pas. Il y a chez vous un lyrisme qui me rappelle le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire Ionesco et Beckett. C'est vrai que j'ai. Comment, comment est-ce que vous avez commencé, disons, cette expérience? Est-ce que vous c'était, si vous voulez, je sais pas, des messages tout à fait fondateurs qui vous mettaient, qui vous plaçaient, si vous voulez, dans une direction, euh, peut-être pour la première fois. Est-ce que vous avez beaucoup appris de ces deux-là? Et, On ne peut pas éviter, oui, si on est oui, dans le champ théâtral, des auteurs comme UNESCO, oui, oui, d'accord, d'accord. Beckett et tant d'autres hein, qui ont Oui, fait un travail immense. oui, oui. L'une des choses qui m'a peut-être le plus enfin fasciné, c'est le fait qu'il y a chez eux, disons, presque une sorte de destruction, si vous voulez, du langage, des langues, c'est-à-dire comme si on pouvait vraiment plus s'exprimer, comme si on était muet. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais c'est comme si ils avaient détruit le sens du langage et dans cette dimension de l'absurde, et que le langage ne servait à rien. C'est-à-dire que tous les comédiens, tous les acteurs, tous les personnages qui se parlaient, c'est comme si qu'il y avait une sorte de surdité. Ça n'amenait pas, si vous voulez, le changement. Au contraire, ça rendait les gens un peu plus malheureux, c'est-à-dire leurs conditions étaient plus reconnues, si vous voulez, mais c'est comme s'il y avait et ce langage-là, C'est ça quoi? pouvait servir à rien. C'est quand. Ouais. Pour vous rappeler, Oui, oui, Fabien, mais c'est. l'autre, c'est deux vagabonds là, qui se parlaient, qui voulaient attendre Godot. Et C'est Godot, ça. c'est quoi, c'est qui, on ne sait jamais. Alors là, La langue. lorsqu'on me parle de tout ce qui se fait en Haïti et qui voudrait produire une forme de progrès d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre économique, je dis que j'espère qu'en Haïti, qu'on n'attend pas Godot. Parce que, évidemment, Godot n'est jamais venu dans la pièce. Donc, N'est alors, jamais vu. j'espère que notre pauvre pays ne se trouve pas, si vous voulez, dans cette situation. Mais c'est un effritement Oui, de tout manque de communication oui. et, et c'est un désespoir total. C'est-à-dire les ponts sont coupés et on tombe dans une absurdité au point où Mhm. même le langage ne sert pas de support à la compréhension. C'est un peu tout ça qui se joue là avec. Et c'est donné à voir comme tel. Ouais. Hein. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose et puis bon.
et tout devient absurde. Bien sûr, C'est un petit bien peu sûr. ça, c'est même le langage ne sert pas de support. Bien. C'est écrit, ça peut pas. Mais c'est en même temps dire que nous vivons dans un nouveau monde. Hein. Nous avons franchi une étape où il va falloir faire attention, euh, par quelle porte passer, comment se ressaisir, comment Mhm, se mhm, reconnaître. Euh, parce que l'humanité est en plein effritement. Nous sommes totalement mm, mécanisés, nous sommes obligétisés, nous sommes à la remorque d'un destin, hein, qui perdure, le destin. On attend Dieu. Est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il ne viendra pas? Nul ne le sait. ouais. Nous sommes livrés à Mhm, nous-mêmes. Et du même coup, ça cause un effritement dans la communication. mhm, Ça mhm. cause la séparation. D'accord, d'accord, Ce d'accord. théâtre, c'est un peu ça, un moment fort de la déroute, Mhm, hein, au mhm. sein de l'humanité. Et tout ça après la dernière guerre Oui, bien qui a sûr. connu le surréalisme, qui Oui, a connu des temps ouais, de rattrapage, de reconstruction. d'accord. Il fallait se repencher Mhm, sur soi, sortir des schémas habituels, hein, mhm, sortir de la langue confortable mhm, qui s'imposait à nous, mhm, créer d'autres voies de traduction de ce mhm. que nous voulons. Sitôt, dites-moi, est-ce que vous considérez cet homme-là, on parlait de lui là avant notre conversation, comment s'appelle-t-il? Il a fait du théâtre également, c'est un prof en Haïti, René Philoptèque, c'est ça? René Philoctète, oui. Bon, est-ce que vous le considérez comme l'une de ces voix assez rares qui voulait rappeler tout le monde au devoir, ou accomplir, si vous voulez? Oui. Absolument, absolument. Mhm. Je crois que celui qui m'a amené à me donner l'envie, ce qui m'a donné l'envie d'écrire, de faire de la poésie, c'est René. C'est pas que j'aimais pas la poésie, mais je ne me Mhm. sentais pas encore prêt, capable d'écrire des poèmes. Et j'avais de grands modèles déjà. Il y a des poètes que j'aimais, mais c'était au niveau de la littérature haïtienne. Bon, la littérature française, c'était les classiques. J'étais D'accord. dans Vigny, Baudelaire, bon, à peu près, enfin, avant Lamartine, Musset, c'était mes, Et l'autre le, également, hein? le Trianon, ça vient longtemps après. Mhm. Mais j'aimais d'abord, parce que en D'accord. secondaire, ce sont ces écrivains qu'on étudiait, qu'on apprenait à l'école à partir de la classe de troisième, on était Mhm. dans le classique français, Mhm. notamment. À votre avis, quel a été son apport principal, disons, à la jeunesse haïtienne? Tu parles de René. Oui, bien sûr. Bon, René, quand je l'ai rencontré, j'étais en plein. Et dis-moi, parce qu'on sait, je crois qu'on s'est rencontrés à la même époque, et dit, venant de Jacmel et moi de Jérémie, on se rencontrait à Port-au-Prince, hein. On avait comme écrivain en tête, comme modèle, il y avait des pestres Mhm. Mhm. D'accord. qui représentaient pour nous un champ magistral, et il est encore, je crois que ces poèmes, c'était pas des poèmes forcés. Mhm. Ces poèmes Face à la nuit. passent à la nuit. Euh, Dans une main, je tiens mon droit à la vie, de l'autre, mon billet pour Berlin. Je ne viendrai pas ce soir. Toi, De ouais, beaux d'accord. poèmes, mais venus du fond du cœur, venus du fond de sa révolte
de son dire rageur. Et c'est ce qui fait la force de ce poème. Et puis, des images non forcées qui s'accordaient à cette réalité du moment. Il fallait dire ça de cette façon, qui était une façon poétique de dire les choses. Et c'est ce qui nous a permis aussi de retenir ces poèmes, non, et par la forme et par le contenu. Hein? C'est comme si le contenu avait trouvé à travers René sa forme idéale. Bon, disons ça comme ça. Et puis, donc, nous étions tous passionnés, motivés, après avoir lu ces textes. Donc, on s'est mis à les apprendre par cœur et à les dire dans toutes les petites réunions de club, les toutes occasions. On avait son Face à la nuit en tête. Et Alors, alors, si on revient à René, on revient à René. est-ce qu'il avait Et écrit oui, des nouvelles, des romans et des pièces de oui, théâtre? René va faire tout Bon. ça. Mais d'abord, quand on rencontre René, c'était à une époque vraiment du maniérisme sauvage, hein, D'accord. où parole interdite, donc on se réunissait dans la clandestinité, mais il fallait continuer l'aventure poétique, il fallait continuer à dire. D'accord. Mais déjà, l'écriture devenait de plus en plus l'écriture poétique allusive, hein, politiquement. D'accord. Hein? D'accord. Mais, mais je crois que chez René, hein, elle est plus que ça. Hein? C'est un grand chant poétique, déjà dans Tambour du Soleil. Hein? C'est le premier chant porté, La saison des hommes. Et c'est une poésie qui a la force du chant et en même temps la force du message porté par le chant. C'est une incarnation, en fait, une fusion réussie. Et donc, ça nous a permis de ne pas rester figé parce que les commandes du réalisme, le socialisme, tu vois, la poésie est une arme de combat. C'est ça. On avait tendance à tomber dans une sorte de poésie slogan, hein. C'est disant, ah bah, non, c'était plus pour nous ça. Il fallait trouver une forme poétique du dire, en même temps qui est une forme nouvelle, mais une forme qui quand même fissure ce qui se passe, ou et pointe du doigt de façon très adroite et très humoristique des fois, hein, ce qui doit se dire, ce qui se cache derrière tout ça. Vous avez ce poème. Non, je vais dire, c'est-à-dire que quand cette première rencontre avec René, c'est quand je ne connaissais pas, je vis à côté de chez lui, à la rue Campois, et je savais pas qu'il y avait un grand poète qui vivait à côté de chez moi. Je le vois passer avec un grand sac, plein de livres, mais un homme de petite taille, j'ai l'impression que le sac va l'entraîner, il va chuter, il peut... Et bon, je dis à mon grand cousin qui était allé à côté de moi, il me dit, il y a d'autres titres, ton maman, comme monsieur, ça t'a pas mené la terre. Je dis, bah, monsieur Sonko, quel poète, oui. Oui, il est Il très dit, petit très petit. physiquement. Le petit me dit, monsieur, ah, ben, j'ai dit, ah oui. Il me dit, monsieur, me dit, mon Jérémy, bah, il s'appelle René Philothèque. Il me dit, ah bon? Il dit, mais il faut, euh, je lui dis ça, il dit, et puis à Eddie Giotto. Et puis on dit, mais il faut qu'on prenne contact avec ce petit monsieur. C'est pas vrai. Ouais. Et puis, alors, j'ai eu la chance, le soir même, mon cousin me passe au fil un livre de René Philothèque, Marga. Et je tombe sur ce livre, c'est-à-dire je m'enferme dedans.
dans ma chambre et puis je dis, j'ouvre grand ma fenêtre le soir, est invité à la naissance de mon poème. Les offrandes de parfum dans ma chambre sont l'esprit de la terre convié à notre amour. Il dit, mais c'est incroyable. Comment peut-il inviter le soir à la naissance de son poème? Il dit, mais il y a un dépassement dans la façon de dire. Cette convocation dépasse le dire habituel. Des Mais autres. c'est un dire impossible, énorme. C'est un dire convoqué le soir à la naissance de ce poème, c'est convoqué. Ah oui. La magie du soir, C'est ce qu'on appelle la magie, la véritable poésie. la véritable Ouais, ouais. poésie. Cette phrase me prend au cœur, Ouais, à l'esprit. Je dis, waouh. ouais, ouais. Mais il y a une façon de dire autrement les choses. Et c'est pas que ça n'ait pas été, bon, dit ailleurs, mais cette manière de le dire, hein, m'a, m'a fait, enfin, m'a convoqué. Oui, Et bien sûr, puis, bien sûr. et puis, le lendemain, je crois avoir partagé ce livre avec Eddie, on l'a lu et relu ensemble. Et puis, bon, on s'est décidé à rendre visite à René, Mhm. hein, chez lui, parce que c'est là que tous les poètes d'Haïti se Se réunissait. réunissaient. Et puis, il disait, mais venez, 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 tu pourrais tu venir, non, venez, non, venez, non, venez, prendre bête, venez, prendre bête. Et puis, on se rendait religieusement Il est sympathique. tous les Euh, vendredis chez lui. mhm. Et il nous refilait, René, Mhm. Roland Morisseau, Serre de Gagneur, Mhm. il nous refilait des livres, Mhm. Morisseau de nous dire, bon, petit monsieur, bon, va passer une petite Tristan Corbière, vous Mhm. mais pas oublier, non, ce livre s'appelle Je reviens. On semaine après, tel tourne en main. Et une semaine après, il nous dit, bon, on y a là, mal passé, tonton Paul. Tonton Paul. Paul et lui, ah oui. Paul Elia. Bon, Aïe, aïe, non, aïe. tu vois, c'était le sens du partage. Mhm. Donc, Ah oui, c'était une grande ça nous générosité. poussait à lire. Ouais. Et puis, comme ça, on a pu fréquenter, grâce à ces messieurs, à leur bibliothèque, Mhm. d'autres poètes, des poètes surréalistes surtout, notamment Apollinaire, Aragon, d'autres Aragon. Ouais. Breton, Ouais. Apollinaire et tout le reste. Ce qui nous a enrichi, on est sorti de bon, des lectures habituelles Mhm. bon, on a trouvé d'autres sources qui nous ont permis d'aller plus loin en cas de faire un plus large Bien sûr. dans Bon, le quête poétique, voilà. et je crois qu'il est temps de lire Mon Olympienne. Ça, c'est un poème d'Eddie Guiotot. Oui, Je crois qu'il a écrit ce poème à l'âge de 16 ans, hein. bien. Sans Et retouche. ça retouche. Ah, ça, c'est bien, ça. J'ai pas l'addiction des beaux jours. Au-delà des amours sublunaires, ma voix dans la résonance des ombres lourdes de Libéramée dominée. Il advint une nuit sans issue, où je fis face à la débilité des nuages en détresse. Au cortège léthargique des rires barricadés, s'ajoutaient mille mots dits et redits à l'aimer, les soirs de folles étreintes sous les bougainvilliers. Le vent a crucifié nos baisers fourvoyés dans la polychromie des heures. De mes lèvres à ses seins, de son sexe à ma main, sautillent permanent les mythes de miroirs brisés au flanc des saisons. Tournoiement de ma tête, dilaté à la dimension de mes songes, la voilà à l'orée des comètes, bouclant le cycle de mes espaces. Du sang, l'on crache du sang, à l'aile des échos lapidés par le vide. L'onde et ses paupières de feu éteint
la mer et ses cris estropiés, du sang, l'on crache du sang à travers 1000 petits riens mêlés à la poussière des ombres. Ô Tatiana, Tatiana, ma frangipane, plantée au creux des millénaires, on ne parlera plus de cette nuit où nous avions couvé des étoiles dans la senteur des arbres. Rappelle-toi, rappelle-toi, l'amour se baladait sur les vétivers et nous galopions parmi les nuées des météores. Par-delà nos rêves entrelacés, il y avait des mondes à rebours interminables de plaintes voluptueuses. Par-delà l'univers épousant ta vénusté, il y avait des cristaux de lune éparpillés dans les pollens de fleurs sauvages. La pureté de tes doigts magiques imbibés de l'humidité de mon corps nu, l'innocence de mes frêles baisers sur ta chevelure, grains de rosée dans la jungle. Nos voix palpitaient sur chaque chose et la pénombre avait un langage de feu qui nous convient à la grande envolée. Ô Tatiana, Tatiana, mon olympienne, carillonnant les cloches de fine pluie, quelle mine donner aux heures si ton ombre à contresens de mes pas reste figée dans mon regard encore hagard. L'écho des fissures de rose en moi, les merles tricotent des croisières d'étincelles, et ma tête de pierre souillée gravite autour de ta hanche nébuleuse. L'orage a chaviré mes légendes dans l'indifférence des porphyres, et les nuages s'enroulent autour de mes bras nostalgiques. Mirage de cette nuit où nous avions érigé des mosquées aux 22 000 avenues de l'invisible. Tatiana, ô Tatiana, ma varlopeuse, allégeant mes losanges de feu, l'on dansait sur la grève, tels des papillons mal d'amour, et nos lèvres calquées sur la fragilité de la brise psalmodiaient la ritournelle d'une nouvelle polaire. Et ma voix, et ta voix au vertige d'églantier, charriait la pluie et la fumée. Oh, Tatiana, du sang, on crache du sang dans la profondeur des ténèbres. 36 fois j'ai cogné sur les cendres, ta voix retentit plus terrible qu'un morceau de cristal brisé. Oh, Tatiana, à moi, Tatiana, des vautours me tombent sur le crâne, l'aurore s'est suicidée à sa naissance, et les gosses s'en vont dans les sources, cracher leurs fantômes de boue. Du ciel à la potence, du ciel au pilori, terre en mer, mer en terre. Il faut de l'eau pour dessiller nos yeux, torpillés par la nuit. Il est des petits poissons voguant sur l'infini des algues. Il est des bouts d'existence crevés au long des plages. Ô ma pupille d'eau trouble, un peu de toi dans la tourmente des crépuscules, mon olympienne, au-delà des amours sublunaires, mon olympienne. Oh, Tatiana, rappelle-toi, Tatiana. Bravo, bravo.